Alors c'est souvent des cas de grosses tumeurs, bien sûr, du larynx, qui envahissent les cartilages. Dès que le cartilage est envahi, on ne peut plus réaliser de chimiothérapie et de radiothérapie seule pour guérir le patient. Oui, le but c'est quand même d'avoir un traitement qui est curatif au départ. Donc si la taille de la tumeur et sa localisation le permet, on leur propose une laryngectomie totale. Même si on sait ce que c'est qu'une laryngectomie, mais c'est tout l'après qu'on ne peut pas imaginer. Comment il va le supporter, comment on va vivre, comment... Là, il y a une multitude de questions. Là, je peux dire que... Donc ces fonctions, il y en a 3 en fait sur le larynx. C'est déjà une fonction respiratoire parce que vous avez l'air qui passe par là, qui part dans la trachée puis dans les poumons, donc qui passe par le larynx. Une fonction pour la phonation. On parle parce qu'on a un larynx, parce qu'on a des cordes vocales qui vibrent, qui s'ouvrent et qui se ferment. Et puis également, le larynx joue un rôle pour la déglutition. Donc si on n'a plus de larynx, donc on perd la fonction de phonation. Par contre, on va garder la fonction de déglutition, d'alimentation, parce que on rétablit en fait le tube digestif à la fin de l'intervention. Donc sur le plan respiratoire, le patient va se retrouver avec une trachée qui va être cousue au niveau de la peau. Ici, c'est ce qu'on appelle le trachéostome. Et donc le patient va respirer par là et portera une canule, en tout cas dans les premiers mois. Et c'est vrai que de passer d'une respiration normale, c'est-à-dire nasale, à une respiration par un trachéostome, ça c'est le grand changement chez les patients. Ainsi que la mise en place de drains au niveau cervical pour éviter l'hématome. Donc ça, ce sont des choses effectivement qui sont particulières, et je pense notamment pour le réveil des patients. Alors l'opération n'est pas douloureuse. Bon, bien sûr, vous avez quelques douleurs suite à... Le patient vient d'être opéré, donc il sent quand même sa cicatrice. Souvent, on a réalisé un curage ganglionnaire, on a enlevé les ganglions du cou. Donc c'est une incision en U qui va d'une oreille à l'autre. Donc forcément, le patient ressent quelques douleurs. Il peut avoir des douleurs également dans les épaules. Bon, c'est des douleurs qui sont en général de faible intensité et qui sont bien contrôlées par le traitement médical. Ça, on me l'a dit, que je ne pourrais plus parler. Mais dans notre tête, dans ma tête, je pense que les autres opérés réagissent pareil. Il y a toujours cette action de vouloir parler. On leur donne systématiquement une ardoise pour communiquer. L'infirmière leur explique qu'il n'y aura pas de problème, voilà, qu'on sera là, ils ne pourront plus nous parler, mais qu'on pourra effectivement les comprendre autrement. Au départ, il va communiquer par écrit, mais très vite, les orthophonistes vont intervenir pour essayer de lui enseigner une nouvelle voix, qui va être d'abord une voix chuchotée. Il va falloir qu'il apprenne à coordonner l'indépendance des souffles et à ne pas souffler par sa trachéo, c'est ce qui est le plus difficile. On apprend déjà à bien déjà respirer, c'est tout comment dire, c'est toute la survie, c'est toute la vie qui en dépend, la vie future. L'étape suivante, ça va être l'apprentissage de la voix de substitution, qui va être une voix sonore, qui va être soit une voix œsophagienne, c'est-à-dire qu'il va apprendre à éructer, et donc l'air va passer par l'œsophage, on va faire vraiment des rots. Ça, c'est la voix œsophagienne. Ça consiste à prendre l'air, la bloquer à ce niveau, et de la renvoyer en faisant des modulations. On arrive comme ça à parler très bien. Ou alors une voix trachéo-œsophagienne. Et la voix trachéo-œsophagienne, c'est lorsqu'on lui a au préalable installé un implant phonatoire entre la trachée et l'œsophage. Là, le patient devra appuyer sur son trachéostome pour pouvoir faire passer l'air à travers l'œsophage
et pourra parler de cette manière-là. On ne m'a pas proposé d'implant parce qu'on ne pouvait pas m'en mettre. Parce qu'après l'opération, je devais me faire des rayons et de la chimio. Tous les patients ne peuvent pas bénéficier non plus d'implants phonatoires. Alors, ça dépend du geste opératoire. Par exemple, s'il s'agit de laryngectomie très étendue, qui atteigne un petit peu la partie supérieure de l'œsophage, c'est une contre-indication à mettre en place un implant phonatoire. On a su que plus tard que quand ils mettaient un implant, c'était pas définitif. Il fallait changer l'implant tous les 6 mois. L'implant phonatoire, il nécessite non seulement de la rééducation, c'est pas, voilà, il ne faut pas penser que ça va venir comme ça, que c'est automatique, ça nécessite quand même de la rééducation pour pouvoir parler avec. Et puis surtout, ça nécessite une maintenance quand même importante. C'est-à-dire que le patient va devoir revenir, alors régulièrement, ça dépend des gens, mais souvent tous les 6 mois ou tous les ans pour changer son implant. Donc, parce que j'ai eu un problème avec l'implant et je vais rester 3 semaines, 1 mois à peu près, sans pouvoir parler. C'est là, à l'issue de soucis que j'ai appris la voie œsophagienne. Maintenant, j'ai la technique des deux, mais je maîtrise mieux celle-ci que l'autre et je pense que il est important d'avoir les deux, ça c'est clair. Le rôle des orthophonistes après l'opération, ça va être vraiment une guidance avec ce patient. Il va falloir qu'on soit là pour l'épauler déjà, parce que ce patient, il aura certainement beaucoup de questions en post-opératoire. Il faut qu'on puisse y répondre, il faut qu'on soit là pour l'aider, lui montrer qu'on est présent, qu'il n'est pas tout seul. Et puis, il faut qu'on l'aide dans l'apprentissage, ou en tout cas la mise en place de tous ces moyens de communication. On parle d'à peu près 6 mois d'apprentissage, une moyenne de 6 mois d'apprentissage pour la voie œsophagienne. Elle est venue me rejoindre dans ma chambre le premier jour. Et elle m'a fait faire le premier rond, le A. Et j'ai réussi à dire. Elle n'en est pas revenue. Elle m'a dit, Madame Méo, je vous assure que vous allez pouvoir parler. Et suite à ces conseils, ça a été très vite. Mais j'ai travaillé beaucoup à la maison. Je ne me contentais pas que des séances d'orthophonistes ici. Alors, il y a pas mal de possibilités en ce qui concerne la prise en charge rééducative avec une orthophoniste. Il y a tout simplement la prise en charge en libéral, donc dans un cabinet de ville. Il y a aussi la possibilité de voir les orthophonistes qui travaillent au sein des services hospitaliers. Et puis, il y a aussi une autre possibilité qui est importante. Il existe des centres d'apprentissage intensif où les patients laryngectomisés sont pris en charge totalement. Une fois que la voie œsophagienne est acquise, elle est acquise pour la vie. Ils me disent encore maintenant, et maman, t'as pas perdu ta voix, tu es toujours aussi bavarde. Les soins du patient, notamment au domicile, sont essentiellement centrés sur la connaissance et la maîtrise du trachéostome. C'est-à-dire que pour eux, c'est essentiel de gérer ce point-là parce que tout obstacle au niveau de ce trachéostome peut avoir un retentissement vital. Au cours de l'hospitalisation, l'équipe infirmière et l'équipe d'aide-soignante va montrer au patient comment nettoyer son trachéostome, sa canule, comment faire tous ses soins. Elles vont d'abord le faire pour lui, ensuite lui montrer comment faire. Le but, c'est que le patient soit autonome avant sa sortie. Et en plus de ça, on a des prestataires de soins qui viennent pendant l'hospitalisation pour permettre justement d'installer tout ce dispositif au domicile des patients. Ça ne m'a posé aucun problème sur la vie de tous les jours, pour les mouvements quotidiens, pour les gestes quotidiens de la vie courante. Cette vie propre comme on était, comment ça fait une différence. C'est la voix qui n'est pas la même.
et qu'on fait avec. Je mange, je sors, je fais du sport, je vais voir mes potes, je vais voir mes copines, je vais voir plein de gens. Je fais tout comme avant. Dernièrement, j'ai fait un plafond en lambris. Oh, les bras levés, ça demande du temps, ça demande énormément de choses. Je prends mon temps, mais il n'y a rien de changer. Non, je vois pas. Et des patients qui vivent complètement normalement, aussi bien sur le plan physique, au niveau des activités, que sur le plan affectif. Et puis sur le plan social en général. La plupart s'inquiètent beaucoup, surtout des réactions que pourront avoir leurs petits-enfants, par exemple. Et au final, les petits-enfants sont ceux qui comprennent ça le mieux et qui s'adaptent le plus vite. Puis concernant l'alimentation, puisqu'il y a quand même un retentissement sur l'alimentation, alors au départ bien sûr qui est évident, puisqu'on va pas faire, le patient ne pourra pas remanger de la même manière, il aura une sonde nasogastrique dans les premiers jours qui suivent la chirurgie, et puis à un moment donné on fera un test de réalimentation, ce qu'on appelle un test au bleu, on lui fera boire de l'eau bleue en fait. Pour voir si tout est bien étanche, on mange de purée de jambon, et jambon passé à la moulinette. Alors, quand elle en ressort à la maison, c'est le chat qui en profite. Là, j'en ai assez mangé. Sinon, actuellement, point de vue nourriture, il n'y a pas de changement. Les plus grosses complications ne sont pas dues à la chirurgie, mais peuvent être dues par contre à la radiothérapie, qui entraîne des brûlures et où on peut observer des tissus qui se cartonnent, qui vraiment se resserrent, et donc l'œsophage peut se resserrer. C'est assez variable. Il y a des patients qui vont remanger strictement normalement et d'autres qui vont devoir un peu plus mixer leurs plats. C'est vrai que certains patients le vivent comme une mutilation quand même, donc ça change quand même leur manière bien sûr de se présenter en public, de se montrer, donc c'est quand même un changement de l'image corporelle. J'ai toujours été très coquette, toujours. Depuis ma plus tendre enfance, quand j'ai vu ce trou, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Donc, j'ai commencé à faire des bijoux avec ce que j'avais. Et un jour, je vais faire les courses. Et il y a un jeune homme qui était tout jeune, à peu près 30 ans. Et il me dit, oh madame, quel beau bijou vous avez. Et bien j'étais très heureuse. Parce qu'au moins, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ça y est, je redeviens quelqu'un de coquette. Je ne cache rien. Moi, je n'ai pas demandé à être malade. Je suis comme ça. Les gens me prennent tel que je suis. Et moi, je me plais comme ça. Il faut se remettre dans la société. Il n'y a pas de raison. Il faut continuer de vivre. Et planer vers les autres, surtout sortir, qui ne restent pas enfermés sur eux-mêmes. Je pense que si on s'accroche un peu, la vie redevient presque normale. Voilà. Étoile des neiges, mon cœur amoureux est pris au piège de tes grands yeux. Je pars en voyage. Puis après, je m'en mets. La 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 la. La 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 la. La 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 la. J'en fais seulement. Donc on peut chanter. Voilà, on peut chanter. Et il y a une vie d'après l'opération.